Elle est là, toute souriante, contente de nous rejoindre en studio, c'est évidemment Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Bien reposé du week-end, je le vois. On va pouvoir bien profiter de ta nouvelle rubrique du jour, ton nouveau pense-bête, on t'écoute. Alors ce matin, j'aimerais revenir, si tu me le permets, sur les pseudo-arguments que l'on a pu entendre ces derniers temps pour défendre l'annualisation du temps de travail. Et pour commencer, le principal, à savoir l'idée selon laquelle cette réforme, comme tant d'autres, aussi urgente et nécessaire paraît-il, favoriserait l'embauche et permettrait donc de lutter contre le chômage. Alors en dehors du fait que les seules mesures ayant vraiment permis de diminuer le taux de chômage ces dernières années soient celles favorisant les exclusions et reportant donc le problème sur les CPAS, ce qui, tu l'avoueras, ne résout rien en dehors des comptes d'apothicaires des administrations soumises aux objectifs chiffrés de l'Europe, on aimerait bien que pour une fois ces prévisions-là, comme tant d'autres censées relancer l'embauche avant elles, fassent l'objet d'évaluations sérieuses au lieu d'en rester encore et toujours au stade du dogme, très tentant mais totalement inopérant car déconnecté de la réalité. En l'occurrence, en plus de nous laisser dubitatifs quant à son efficacité, on peut aussi et peut-être surtout se demander quel est l'emploi que l'on tient à favoriser exactement et combien de temps le taux de chômage restera le seul critère à prendre en compte quand les chiffres de la pauvreté, des maladies et souffrances générées par un travail déshumanisé et de la satisfaction de la population seraient tout autant, si ce n'est plus éclairant pour évaluer objectivement une politique. En effet, malgré ce deuxième argument le plus osé, je dois le reconnaître, selon lequel cette flexibilité bénéficie autant aux employés qu'aux employeurs, il faudrait vraiment être naïf et n'avoir jamais connu de rapport hiérarchique pour croire qu'il s'agit en fait d'une opportunité pour les travailleurs d'organiser leur temps comme ils l'entendent. Cet objectif-là ne rapporte rien, si ce n'est du bien-être, mais il aura beaucoup de mal à se faire entendre face aux besoins d'une entreprise. Par contre, au même titre que d'autres pseudo-avantages, comme le téléphone ou l'ordinateur de société par exemple, il est fort à parier que cela permette aux heures de travail d'empiéter toujours davantage sur notre temps et notre espace privé. Par ailleurs, cette individualisation des situations professionnelles continue à isoler et donc à fragiliser un peu plus les employés. Enfin, il y a toujours des petits malins qui, parce qu'ils exercent telle ou telle profession dans laquelle leurs horaires sont déjà très variables, défendront l'idée qu'il n'y a pas de raison que les autres ne s'adaptent pas, puisque eux l'ont bien fait. En dehors de la très courte vue dont procède ce raisonnement, si on peut appeler ça comme ça, celui-ci semble oublier que chaque profession comporte un certain nombre d'avantages et d'inconvénients qui pèsent évidemment lourd dans la balance lorsqu'il s'agit, pour chacun d'entre nous, d'orienter notre choix. L'organisation plus ou moins rigide du temps fait partie des critères qui justifieront telle ou telle orientation de carrière. Par conséquent, cette uniformisation du travail flexible, qui ne les touche pas eux, modifie considérablement l'équilibre qu'ont pu trouver les autres ailleurs, puisqu'elle n'ajoute aucun avantage en compensation. Beaucoup risquent donc d'avoir encore moins de raisons d'aimer leur travail à l'avenir. Mais oui, belle analyse Aurore, merci à toi. Nous, on n'a pas le choix, il faut être là à 7h du mat. Et puis on adore ce qu'on fait, quoi qu'il arrive, on tape des heures sans vraiment les compter finalement. Tout à fait. À très bientôt, bonne journée à toi. Bonne journée. Certainement demain matin, j'espère, dans le Morning Buzz. À la suite, c'est la musique. Peter Gabriel, Digging in the Dirt. Buzz Radio. Juste